toi, tu travailles sur quelque chose? Bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Et ça avance? Oh, oui, 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 bien. On n'en saura pas plus. Non. Non. Si, je vous propose d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle histoire sortie en salle le 16 janvier, mais avant tout sur son réalisateur, Olivier Assayas. Lui qui n'a pas fait d'école pour apprendre la mise en scène, mais s'est d'abord fait remarquer comme brillant critique, surtout au Cahier du cinéma, continue d'être persuadé que le cinéma doit être inspiré par la vie. Puisqu'il est un réalisateur cinéphile, j'ai voulu visiter sa boîte noire, celle dans laquelle se cachent ces images originelles qui l'ont nourri. Alors, chaque art a sa spécificité et excelle sur son territoire. vous entendez? Bonjour Olivier Assayas et bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous savez qui est cet homme? Forcément. Regardez bien. C'est William Wyler. Oui. William Wyler, il a joué un petit rôle dans votre parcours de cinéma, dans votre vie. Oui, enfin, dans le sens, je dirais dans le sens un peu exclusif ou bénure, comme beaucoup de gens de ma génération, et sans doute un des premiers films que j'ai vus, y compris Les Révoltés du Bounty, La Conquête de l'Ouest. Ça a fait partie, évidemment, de mon attirance pour quelque chose de magique dans le cinéma. Mais j'ai toujours été beaucoup plus attiré, d'une certaine façon beaucoup plus fasciné par, d'une part, ce qu'on a appelé le cinéma moderne, c'est-à-dire celui des années 60, 70, etc., quand à un moment donné, y compris dans le cinéma américain, le système de studio, le système du cinéma classique se défait pour aller vers des pratiques beaucoup plus libres, plus singulières, plus contemporaines du cinéma. Et de l'autre, le cinéma muet qui a toujours été une passion. Mais enfin, c'est un fait que mon goût pour le cinéma s'est un peu cristallisé sur ces deux pôles. Il y a un point commun entre ces trois films. Il y a La Chatte d'Henri Decoing. Oui. Il y a Guerre secrète. Oui. De Christian Jacques. Il sait déjà où je veux l'emmener. Et il y a bien sûr Le Mur de l'Atlantique. Quel pourrait être le point commun entre ces trois films? Enfin, en tout cas, il y en a deux, je vois bien, puisque c'est des films que mon père a écrits. Ouais. Le troisième, il ne l'a pas écrit. Il n'a pas collaboré. Au Mur de l'Atlantique. Il me semble, c'est pour ça. Mais effectivement. Ah, c'est possible. Enfin, alors, à mon insu. Donc, effectivement, il est bien question oui. de Jacques Rémy, oui. de votre père Raymond Assayas, qui a été scénariste de cinéma. Voilà. Et comment il a diffusé sa passion avec vous? Moi, il a été l'assistant, en particulier, de Max Ophuls. Mais disons que mon père m'a pas exactement transmis son rapport au cinéma, parce que son rapport au cinéma était très différent du mien. Mon père aimait écrire, se considérait comme quelqu'un qui racontait des histoires. Mais c'est quand même grâce à lui que vous découvrez, et je crois à travers ce film, qu'il n'est pas réalisateur, et celui qui fait un film, oui, c'est réalisateur. Alors c'est vrai qu'il y a un moment, il y a une sorte de flash, quoi, comme ça, des trucs dont on se souvient de l'enfance, où pendant longtemps, je devais avoir, je ne sais plus quel âge j'avais, j'étais petit, mon père travaillait sur ce projet Guerre secrète, qui était un projet assez ambitieux, c'est un film d'espionnage réalisé dans 4 pays différents, par 4 réalisateurs différents. Moi, j'étais très impressionné parce que il y avait Robert Ryan, qui était un acteur connu de l'époque, qui m'avait fait un autographe. J'avais un autographe de Robert Ryan à Olivier, que m'avait rapporté mon père du tournage. Et puis, le film sort. Et je me souviens, mon père me dépose au cinéma Le Normandie, et je dis, mais il y a marqué, c'est un film de Terence Young, un film de Christian Jacques, un film, etc. Donc à la sortie, je dis, mais papa, je croyais que c'était un film de toi. Et je dis, mais non. Il me dit, mais non, j'ai écrit l'histoire, j'ai écrit le scénario, etc. Mais c'est le réalisateur qui fabrique le film. Et donc, effectivement, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, bah, en fait, ça doit peut-être c'est un meilleur job d'être réalisateur. Moi, j'aime pas la façon dont il parle des femmes. Qu'est-ce qui te gêne?
la traite comme un objet. Ah, c'est peut-être ça qui lui plaît. Les ventes s'effondrent. C'est dingue, les gens lisent des livres sur smartphone. Moi, je lis pas sur tablette. Parce que c'est pas ton époque. Je t'emmerde. Tu me trompes, Léonard. Bah, pourquoi tu dis ça? Allez, salut. Votre nouveau film s'appelle Double Vie, et il y a une référence que vous revendiquez, c'est Éric Rohmer, et notamment à travers un film, L'arbre, le maire et la médiathèque. Alors pourquoi ce film ? Ça fait partie de ces films dont, au fond, la nature, la spécificité se sont vraiment imprimés en moi, comme des instantanés. C'est-à-dire que c'est des films dont on a le sentiment qu'il l'a écrit vite, qu'il l'a tourné vite, que le film est sorti vite, avec cette espèce d'urgence qui est celle à la fois de faire ce que faisait Rohmer admirablement, c'est-à-dire une comédie sentimentale, à la fois profonde, émouvante, véridique, etc. Et en même temps, une sorte de portrait de la société de son époque, d'une manière de saisir au vol ce qui constituait le débat intellectuel, politique, sociétal de son temps, comme si ça pouvait être important que le cinéma s'empare de cette vitesse-là, qui est un petit peu la vitesse du journalisme, pour contribuer à la conversation autour de questions qui concernent les cinéastes autant que n'importe quel citoyen. Ils veulent détruire ça. Mais qu'est-ce qui leur prend? Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ou c'est moi qui suis fou. Je photographie. Bon, et après, qu'est-ce que je ferai de la photo? Je la regarderai quand tout sera démoli. J'en aurai pas le courage. C'est comme si je photographiais quelqu'un sur son lit de mort. Mais qu'est-ce qui leur prend, bon Dieu? Qu'est-ce qui leur prend? Oh, mais qu'est-ce qui te prend, toi aussi? Je t'ai jamais vu aussi violent. Ah bah, je suis pas violent en général, mais là, je le suis. Je le suis extrêmement. Je me sens capable de tout. C'est mon point sensible. Je pourrais faire n'importe quoi, même tuer. Il y a des types qui flinguent des mômes parce qu'ils ont un peu crié. Moi, c'est les architectes. Tu vois, le jour où les ouvriers viendront donner leur premier coup de pioche, si j'avais une mitrailleuse... Oh, tais-toi. Quoi, tu as peur? J'ai pas de mitrailleuse. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Quelqu'un a dit, c'est pas moi, il faut supprimer la peine de mort, sauf contre les architectes. Mais ce n'est pas la faute de l'architecte, c'est plutôt celle du maire. Non, mais de la part du maire, c'est normal, c'est un politicard. Mais un architecte devrait être un homme de goût. Ce que j'emprunte à Rohmer, et en particulier à L'arbre, le maire et la médiathèque, c'est de me dire qu'au fond, on peut traiter de questions intellectuelles, si on veut, abstraites, si on veut, voire même philosophiques, pourquoi pas, à travers le cinéma, à condition d'en revenir constamment à l'humain le plus universel, aux émotions les plus intimement, profondément partagées, qui sont celles, bien sûr, du désir, du sentiment amoureux, de la pérennité du couple, qui sont des questions qui concernent tout le monde, qui travaillent tout le monde d'une manière ou d'une autre. Alors, les relations sentimentales, parce qu'il est question de fidélité ou d'infidélité, ça dépend où on se place. Alors, je voulais vous proposer 3 films, et vous allez me dire, dans ces 3 films, quel est celui qui parle le mieux de l'amour, en tous les cas, de ce miracle que peut être l'amour. Est-ce que vous le préférez quand il est chez Léo McCarey, dans sa version de 57, avec Cary Grant et Deborah Kerr? Est-ce que vous préférez quand l'amour est le miracle de cette histoire, Douglas Sirk, avec Le secret magnifique, ou plus mystérieux chez Rossellini avec Voyage en Italie, comment on entame le désenchantement du couple? Bah, j'ai envie de dire sans hésitation, Rossellini, enfin disons par goût personnel, disons que quoi que raconte Voyage en Italie, on ne peut pas ne pas le lire aussi du point de vue de la rencontre entre cet homme et cette femme, et avec ce que ça a de très beau, c'est-à-dire la façon dont Ingrid Bergman est allée vers Rossellini, de la façon dont une actrice qui fait partie, admettons, d'une sorte de Gotha du cinéma classique hollywoodien, se rende compte que ce cinéma est quand même un peu asphyxiant, étouffant, et le cinéma américain
sauf celui des années 70, a toujours été un peu asphyxiant parce que tenu par des studios qui sont quand même un petit peu des usines. Oui, et qui ont travaillé sur l'archétype. Où ça rigole assez peu. Tandis que le cinéma européen, il vaut ce qu'il vaut, mais il est traversé par un souffle de liberté qui est celui de la poésie. Double Vie, vous l'assumez comme étant une comédie, ce qui est rare dans votre filmographie. Alors, Olivier Assayas, spectateur, c'est quoi pour vous les ingrédients d'une bonne comédie? Oh là là, disons que je serais capable de citer des auteurs de comédie dont l'œuvre m'a marqué. Léo McCarey, évidemment, absolument. Jerry Lewis aussi, d'une façon ou d'une autre. Mais enfin, j'ai envie de dire, avant tout, Jacques Tati, parce qu'il est le véritable héritier du cinéma muet, quoi, de ce qu'il y a de mieux dans le cinéma muet. D'où sort d'ailleurs Léo McCarey. Je veux dire, il vient du slapstick, il écrivait des gags pour Laurel et Hardy. Et au fond, ce que j'aime au cinéma, c'est le burlesque. Vous qui êtes un amoureux du cinéma, est-ce que vous savez comment on dit parole en danois? Non, je sais pas. J'essayais parce que quelquefois, c'est comme j'ai un vocabulaire suédois qui est déterminé par les titres des films d'Ingmar Bergman. Donc quelquefois j'arrive à sortir un mot de suédois, mais en danois. Ah si, Ordet. Oui, mais Ordet, c'est à la fois le mot et le verbe, oui, au sens théologique du terme. Mais vous savez pourquoi je vous amène là? Parce que, alors, on le rappelle, Ordet, c'est l'histoire d'une femme morte qui revient à la vie, qui est ressuscitée, oui, grâce à la parole. Oui. Et la parole, sûr, elle joue un rôle important, notamment dans Double Vie. Il vous vient de là, ce goût des mots? Non, ce qui fait de Ordet un de mes films préférés, enfin, en tout cas, un des films qui m'a marqué de façon indélébile, et que j'ai vu très tôt, je l'ai vu adolescent à la télévision, je l'ai découvert, mais avec quand même, c'est une sorte d'émerveillement, même très jeune, et puis chaque fois que j'ai revu ce film, et j'aime pas tant que ça revoir les films, j'aime revoir les films de Dreyer ou ceux de Bresson, parce que je les trouve inépuisables, ou ceux de Tarkovsky, mais chaque fois que j'ai revu Ordet, ça a toujours été dans le même état d'émerveillement, ou d'ahurissement presque, devant la réussite, la profondeur, la beauté de ce qui est en jeu. Et ce qui, dans Ordet aussi, me donne des frissons, littéralement, chaque fois que j'y repense, c'est la voix du personnage de Johannes, qui est cette espèce de timbre éteint, monocorde, etc., qui est une voix auquel Dreyer attribue une forme de divinité. Donc c'est cette voix, elle ressemble à aucune autre voix, je crois, de l'histoire du cinéma. Et ça, chaque fois que je le revois, j'attends les moments où Johannes parle uniquement pour entendre le timbre de cette voix, quoi. Olivier Assayas, on aimerait continuer à parler de cinéma avec vous. On va finir et je vais vous faire un cadeau qui a à voir avec la peinture. Parce que c'est une activité que vous avez longtemps pratiquée. Je ne sais pas si vous la pratiquez encore. Non, non plus, parce qu'on ne peut pas entièrement se consacrer à deux arts, donc j'ai choisi le cinéma. Alors ce cadeau, Olivier Assayas, il est autour d'un homme comme vous, cinéaste, peintre, dessinateur, photographe. Françoise Sagan disait de lui que c'est un grand peintre pour une toute petite planète. Cet homme, c'est Charles Maton. Ah! Dans un coffret incroyable, 4 de ses films. Il a notamment signé l'excellent Rembrandt. Il y a un livre avec énormément de documents. Ce qui m'attire dans le cinéma, c'est justement ce qui n'est pas la peinture. C'est un besoin de récit. Depuis pratiquement toujours, j'avais eu des idées de cinéma, disons. Je vivais des choses et je voyais pas d'autre moyen que celui du cinéma pour les exprimer. J'avais le sentiment que quelque chose se perdait, avec vanité, bien sûr.
Merci beaucoup, parce que sinon je l'aurais acheté, parce que ça me faisait très envie. J'ai vu il y a très longtemps l'Italien des Roses, dont je me souviens très mal, mais je me souviens que ça m'avait beaucoup plu. C'était avec Richard Boringer, c'était un des premiers rôles, je crois, de Richard Boringer. Et j'aime beaucoup la peinture de Charles Maton, et donc du coup, j'étais extrêmement curieux de découvrir les films que j'avais pas vus et de retrouver celui dont je me souvenais. Et ben voilà, comme ça vous pouvez faire un peu de voyage avec Charles Maton. Merci de porter cette parole de cinéma, toujours lumineuse, en tous les cas qui nous éclaire. À bientôt Olivier Assayas. À bientôt, je vous remercie beaucoup. Merci. Vol s'envole, mon âme. Je sais que pour moi, c'est comme une fête barbare. Tu te marres? Vol s'envole, Qu'est-ce que je dois faire? mon âme. Tu veux me dire? Vol s'envole, Qu'est-ce que je dois faire? mon âme. J'ai besoin d'avoir le droit de dire des choses. Vol s'envole, mon âme. Tweedy. Vol s'envole. Je suis pas belle.